Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui est réalisé par DocaPost, qui est une entreprise de services numériques et documentaires et filiale du groupe La Poste. Et ce webinaire a été réalisé en partenariat avec la Gazette des communes. Ces webinaires, au final, sont dédiés à partager avec vous une vision de la transformation du secteur public. Le 17 octobre, on avait réalisé un premier webinaire qui était dédié aux solutions qui permettraient et qui permettent d'optimiser le fonctionnement interne des collectivités territoriales, mais de l'ensemble de la sphère publique. Et aujourd'hui, on vous propose de partager une deuxième proposition de valeur que fait DocaPost au secteur public, qui est de pouvoir imaginer, grâce au numérique, une amélioration, une optimisation que les systèmes d'information ou les solutions que l'on peut proposer dans une perspective assez simple, qui est de simplifier la vie de nos concitoyens et de nous-mêmes dans la manière de pouvoir consommer les services qui sont réalisés par le secteur public. Alors de manière assez simple, on veut organiser ce webinaire en trois séquences. La première, c'est de partager avec vous le vécu que l'on a auprès de nos 6000 clients sur la manière dont cette relation citoyenne est gérée, mais également de pouvoir partager les solutions à disposition aujourd'hui pour proposer cette nouvelle relation citoyenne grâce au numérique, et puis enfin de dresser un peu un panorama d'avenir par rapport aux nouvelles solutions qui permettent d'orchestrer l'ensemble des services publics qui vont être proposés aux citoyens. Alors pour ce faire, je suis accompagné aujourd'hui par Denis Weiss, qui est architecte au sein du groupe DocaPost, et par Olivier Chambon, qui est le responsable du hub numérique, cette fameuse infrastructure qui permettrait et qui permet au final encore aujourd'hui d'orchestrer des services pour donc proposer une nouvelle façon de penser la relation citoyenne dans les territoires et chez les acteurs publics. Alors de manière assez simple, on vous propose pour chacune des séquences ou à la fin de ce webinaire de poser l'ensemble des questions et on aura plaisir à y répondre. Alors dans un premier temps, on voulait partager avec vous une question assez simple. Quelle est aujourd'hui cette relation que les acteurs publics ont avec les citoyens en 2019 et comment on mesure l'impact du numérique? Alors de manière assez simple, lorsque DocaPost travaille le sujet de la relation citoyen, mais comme vous pouvez le faire au sein de vos structures, on a un élément de base. On part de l'usager. Et aujourd'hui, quand on regarde les différents chiffres qui sortent sur la manière dont les Français peuvent apprécier le numérique, on s'aperçoit assez simplement que la majorité de la population utilise bien sûr quotidiennement le numérique. Et de manière encore plus précise, aujourd'hui, tous les foyers, on peut dire, à part un certain nombre de poches dans les territoires qu'on pourrait qualifier comme des zones blanches, sont connectés à la DSL qui permet de fait de pouvoir consommer des services numériques. Le deuxième élément très important, c'est que quand on parle de services publics, on parle beaucoup de dématérialisation et de démarches administratives dématérialisées. Là encore, la proportion des Français qui ont réalisé déjà une démarche est importante puisqu'aujourd'hui, en 2016, en tous les cas, 62% attestent le fait qu'ils ont pu réaliser une démarche administrative dématérialisée. Et l'élément aussi qui doit être pris en compte, c'est que très souvent, on pense le numérique par rapport aux grands ensembles urbains ou les villes dans lesquelles on peut consommer ces services, mais on s'aperçoit que dans le monde rural, la majorité des foyers, des personnes consomment des démarches administratives dématérialisées, ce qui prouve que le numérique est un lien, est un élément qui permet aussi de pouvoir rendre accessibles des services là où des points de contact pourraient être considérés comme manquants dans les territoires. Et le numérique, en ce sens, permet de réconcilier les Français avec l'offre de services publics. Mais il y a un autre élément aussi, c'est qu'on pense souvent les parcours full digital ou des parcours full numérique. Et en fait, on s'aperçoit que quand même, 13 millions de Français se sentent exclus du numérique. Et là aussi, c'est un élément important parce que le numérique n'est pas en soi le seul canal de distribution de services, et que ce qui apparaît très clairement, c'est une demande qui vise à proposer aux Français une approche multicanale de la relation citoyenne qui est permise par le numérique. Et en ce sens, on fait la promotion de ce qu'on peut appeler des plateformes multicanales de services au numérique. Là aussi, un élément de constat par rapport au vécu que l'on a vis-à-vis de nos clients qui consomment nos solutions, c'est que de dire le numérique n'est pas le canal, le seul canal par lequel les services publics passent et passeront à l'avenir. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que 3 canaux sont privilégiés par les Français. Le premier canal, et qui monte bien entendu, c'est le numérique, mais le maintien encore du guichet, du point de contact ou du contact téléphonique, de manière complémentaire aussi aux demandes qui sont faites par les citoyens
de services publics ou de demandes qui sont faites par le canal courrier. Donc on voit un certain équilibre en fait avec cette notion de guichet de numérique qui fait qu'en fin de compte, la véritable valeur que les acteurs du secteur public peuvent proposer à leurs citoyens, ce n'est pas d'investir de manière isolée des outils qui permettent de gérer la relation au guichet, la relation courrier ou la relation numérique, c'est la capacité de réconcilier ces canaux de distribution et, dans certains cas, de pouvoir les combiner. Assez souvent, ce que l'on observe par rapport au numérique, c'est qu'un citoyen peut remplir assez facilement un certain nombre de données, mais pour finir sa procédure, sa démarche, il peut avoir besoin d'un accompagnement qui peut se retrouver au guichet. Et c'est bien la complémentarité de ces canaux de distribution qui font la valeur du service qui va être rendu aux citoyens. Là aussi, en termes d'expérience et de vécu par rapport aux solutions que l'on propose, ou les échanges que nous avons avec les collectivités territoriales ou des services publics qui peuvent relever de l'État ou de la fonction publique hospitalière, c'est qu'on voit 4 grandes familles de services qui peuvent être administrés de manière différente par le numérique. Le premier élément très important, c'est les démarches administratives. Voilà. Je dématérialise une démarche, je le mets sur un portail et je permets à une personne de pouvoir demander une copie d'acte d'état civil. La deuxième famille, c'est de dire, au-delà des démarches administratives classiques, nous avons des services publics de proximité qui sont réalisés, qu'il s'agisse du domaine de la France-Famille, du commerce local ou des services de mobilité. Et là, une deuxième famille de solutions apparaît. Ce sont les éditeurs métiers, les fameux logiciels qui administrent par politique publique les services que propose une collectivité ou les services publics de l'État, par exemple. La troisième famille est celle qui permet d'accéder aux équipements. Là aussi, vous avez des systèmes d'information qui permettent d'accéder à des piscines, à des bibliothèques ou à toute autre infrastructure qui sont proposées dans les territoires. Et enfin, par rapport à des nouvelles politiques publiques qui se mettent en place, un certain nombre d'acteurs publics décident de confier à des opérateurs, sous forme de délégation de services publics ou des prestations externalisées, un certain nombre de politiques publiques, de services publics. Je parlerai par exemple de la capacité à pouvoir externaliser la gestion des aides et des subventions, dans le domaine de la jeunesse par exemple, ou d'externaliser la gestion de politiques publiques comme celle de la formation professionnelle. Et un nouvel élément apparaît, c'est cette capacité à pouvoir penser le territoire intelligent de demain au travers du vocable de Smart City. Et là aussi, il y a une complémentarité entre la maîtrise d'ouvrage qui est assurée par un acteur public et un acteur privé qui, sur la base des orientations proposées par la collectivité territoriale par exemple, est à même de construire cette ville intelligente. Je dirais à ce titre-là qu'on a eu le plaisir au sein de DocaPost de partager le fait d'avoir, avec la métropole d'Angers, signé le deuxième contrat Smart City après la ville de Dijon pour administrer cette ville intelligente de demain et tous les services qui vont amener. Et au final, ces catégories de services sont aujourd'hui, en majorité, administrées de manière isolée. Et ce que l'on voit assez rapidement, c'est que le numérique induit un élément fondamental qui est de pouvoir dire que celui qui saisit l'acteur public dans sa vie quotidienne, assez simplement, se doit d'être authentifié. Et ce numérique donne une valeur à tous les processus qui sont liés à la gestion à la fois de l'identité de la personne qui saisit le service public, mais également le consentement à confier au secteur public et à ses opérateurs la protection, la gestion de ces données à caractère personnel. Et là, on rentre dans la dynamique qui a été promue par l'État et qui est aujourd'hui mise en service, qui est celle de France Connect. Et au travers de cela, on propose des services de confiance qui permettent d'identifier le citoyen qui saisit l'acteur public, mais également des coffres-forts, un coffre-fort électronique qui permet de conserver l'ensemble des actes ou des documents qui sont délivrés par la puissance publique aux citoyens et de les archiver, par exemple, pendant une période de 50 ans. Et le troisième élément qui apparaît aujourd'hui, et la demande devient de plus en plus forte, c'est de dire, mais cet ensemble-là, comment puis-je l'orchestrer de manière à proposer à mon citoyen, qui est en quelque sorte un client, un espace de service dans lequel je vais pouvoir composer mon portefeuille de services que j'ai l'habitude de pouvoir consommer. Et de manière assez simple, ne me demandez pas à chaque fois de m'authentifier. Ne me demandez pas à chaque fois les mêmes données pour réaliser les démarches que j'ai envie de réaliser. Et c'est là où on voit des espaces usagers qui se mettent en composition. Certains parlent de store territorial. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes
qui a exprimé ce besoin, ou d'autres territoires qui disent au final, je veux simplifier la vie des gens en proposant une offre de service sans couture. Et cette offre de service sans couture n'est pas nécessairement centrée sur un acteur en particulier. Je suis une commune, je suis un EPCI, moi citoyen, je ne suis pas compétent pour savoir qui a la compétence de faire quoi. Très souvent, je rentre par la commune, au final, je lui demande une copie d'acte d'état civil, mais en même temps, j'ai envie de renouveler mon bac de déchets ménagers. Ah, c'est l'agglomération qui est en charge de ce sujet-là. Eh bien, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on me demande d'aller vers le site de l'agglomération, mais que par le site de l'agglomération ou de la commune, je puisse avoir accès à un ensemble de services. Et c'est la même chose au final dans l'offre des services qui peut être faite par les territoires, où on pourrait retrouver des services communaux, intercommunaux, départementaux, régionaux, ou voire même ceux de l'État. Et là, je souhaite pouvoir partager une actualité au final par rapport aux annonces qui ont pu être faites, ou le partage d'expérience de notre secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui dit, certes, la proposition de service doit être de plus en plus simplifiée, l'ergonomie doit être aussi améliorée, mais c'est cette capacité à pouvoir orchestrer les services qui fera que derrière, le service public sera jugé plus optimiste, plus optimal dans sa capacité à proposer des services sans couture aux citoyens. Voilà un peu le panorama que nous, on constate au sein de DocaPost avec les échanges d'expériences qu'on a avec nos clients. On a pu mettre en place des programmes de recherche et développement avec un certain nombre de territoires pour mesurer en fait cette complexité et les attentes qui vont être apportées demain en matière de solutions pour imaginer de nouvelles infrastructures qui permettront d'atteindre cette cible de pouvoir proposer des services sans couture. Voilà à peu près. Donc bien entendu, n'hésitez pas à nous poser des questions pour partager aussi votre expérience et votre vision des choses. Alors bien entendu, quand on parle de ces sujets-là, aujourd'hui, nombre d'opérateurs, dont DocaPost, proposent des solutions. Alors là aussi, on voulait faire un panorama de ces solutions, mais là, je vais laisser notre grand architecte, Denis Weiss, nous présenter au final ce qu'est DocaPost, quelle est cette valeur de confiance qu'il propose, et puis derrière, de pouvoir cibler sur les solutions que l'on propose au secteur public. Denis. Alors DocaPost se positionne comme ce tiers de confiance du secteur public. Et c'est un élément extrêmement important qui se décline comme toute entreprise qui propose des services techniques sur 3 niveaux. Vous avez le premier niveau qui est le niveau des data centers, qui est le niveau du physique, le niveau des serveurs, le niveau des accès réseau, de la capacité à irriguer l'ensemble du territoire. DocaPost investit très fortement sur le sujet puisque l'ensemble de nos solutions sont opérées en France, sont opérées par nos ingénieurs. Donc il y a un vrai savoir-faire sur la sécurisation des données, sur la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des équipes qui sont staffées chez nous. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'application, le niveau du service qui est rendu, donc qui s'appuie sur les data centers. Là aussi, un positionnement très fort de DocaPost sur des solutions de sécurité, sur des solutions ouvertes vers le service public et qui sont opérées dans nos data centers et qui permettent d'assurer la disponibilité de services avec un panel extrêmement large, de la dématérialisation, de la rematérialisation de courrier, de l'accès téléphonique, de l'accès numérique, la capacité de gérer des circuits de signature sécurisés, de stocker des documents de façon sécurisée sur des périodes très très longues avec une valeur probatoire. Donc quelque chose qui permet en fait de mettre à disposition des services qui sont nécessaires à la réalisation des services publics qu'on évoquait tout à l'heure. Donc une infrastructure de confiance. Tout à fait. Hébergement, stockage, sécurité. Et réalisation des services par les équipes de DocaPost. Voilà. Et des services qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs du marché, des services pertinents qui existent depuis longtemps, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, et qui sont opérés par DocaPost. Tout ça pour basculer ensuite vers l'utilisateur, qui est la troisième couche, qui est sur la partie droite. Le vecteur qui permet d'y accéder s'appelle des API, donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui très standardisé. Donc on se positionne beaucoup sur l'accompagnement sur cette partie interface. Ce n'est pas un sujet qui est critique en termes de mise en œuvre, donc on est tout à fait en mesure de déléguer. Plus on est proche de l'utilisateur sur la création de ces services, sur la mise en œuvre, sur la présentation de ces services, plus on est pertinent. Le fait est que les API permettent
en fait, de construire ça de façon complètement indépendante et de façon très fluide, de façon très simple vis-à-vis des utilisateurs. Quand on parle d'API, je vais faire une image assez simple, ce Tout à sont fait. des tuyaux. Ce sont des tuyaux. Ils servent à quoi, en Ce fait sont des tuyaux avec des adaptateurs qui permettent de transmettre de façon efficace l'information. Et c'est quelque chose qui parle à l'ensemble, je dirais, des informaticiens, l'ensemble des acteurs du numérique. Ce qui permet en fait de réaliser cette partie interface utilisateur au plus proche de l'utilisateur et donc au mieux par rapport à son usage. DocaPost sait le faire. DocaPost ne veut pas le faire systématiquement parce qu'on a un risque de couper cette proximité. Et donc si dans un service public on a un partenaire de proximité qui est capable de réaliser ça, il faut que ce soit réalisé à cet endroit-là, en s'appuyant sur les infrastructures, puisque là, on rentre dans quelque chose de critique, quelque chose où il est extrêmement important que ce soit bien géré, que ce soit géré avec le bon niveau de performance, de disponibilité, de sécurisation. Et c'est vraiment sur ce positionnement-là que DocaPost est en mesure d'accompagner les différents acteurs. Donc pour résumer, nous avons un socle. Ce socle, Oui. on le connecte à nos propres services, Oui. mais on est capable, par les plateformes que l'on construise, d'être l'intermédiaire Exactement. par rapport à un écosystème qui est nécessaire de connecter pour proposer le service à l'utilisateur. Exactement. Exactement. Et cette partie centralisée, c'est DocaPost qui la pose, et qui la pose avec ce niveau de service qui, lui, est difficile à poser. On ne s'invente pas prestataire de ce type de service. Tout à fait. On ne s'invente pas comme acteur qui va gérer 70 millions de consommateurs de ce service. Donc on est bien dans quelque chose de sécurisé, apporté par les services de DocaPost et mis à disposition de l'ensemble des acteurs. Peut-être un ou deux exemples pour illustrer, Un exemple que ce simple soit dans le secteur public ou le secteur privé, par exemple. Tout à fait. Un exemple simple qui va parler à tout le monde, puisque ces plateformes, on les met à disposition aussi de notre maison mère, de la Poste. L'ensemble des 70 000 facteurs de France utilisent cette plateforme quand ils réalisent des services qui sont des services qui vont au-delà de la distribution de colis ou de courriers. Donc quand le facteur va visiter une personne isolée, quand le facteur va réaliser une prestation de collecte d'informations pour un acteur, c'est sur des plateformes DocaPost qu'il va s'appuyer. Et donc on est dans un contexte d'utilisation quasi 7 jours sur 7, avec une sollicitation extrêmement forte, qui s'appuie du coup sur des plateformes de DocaPost. En termes de services, parce que bien entendu on a une infrastructure, mais ça nous a permis à partir de cette infrastructure, au-delà du cas de la Poste, mais aussi pour les 23 000 clients que l'on sert quotidiennement, de structurer notre offre de services en trois grands chapitres. Vous pouvez juste les présenter un peu plus. Et on revient en fait sur cette notion de multicanal et de capacité à activer différents types de services sur nos plateformes, avec des services qui sont purement numériques. On va voir un certain nombre d'échanges. On peut citer là-dedans la logique de signature, de signature avec valeur probatoire. On peut citer le stockage sécurisé d'informations. On peut citer aussi la construction d'un service complet sur cette base-là. Deuxième nature de service, les services documentaires, où là on va vraiment travailler sur le document. On va travailler sur le document en entrée vers le numérique. Là encore, on revient sur cette notion de multicanalité, la capacité de prendre un courrier, de l'interpréter et d'en faire une information électronique est un des cœurs de métier de DocaPost. La capacité de l'autre côté de la chaîne de transformer une information numérique en information papier est là aussi un cœur de métier de DocaPost. Et je ne reviens pas sur ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de stockage et d'archivage dans un coffre numérique de l'information autour du service documentaire. Et enfin, le service humain. Il y a tout le lien avec la logique téléphonique, il y a tout le lien avec le facteur que j'évoquais, mais il peut y avoir tout le lien avec des acteurs humains dans une collectivité et qui va interagir avec le processus et qui va permettre de construire un service global et simple à utiliser. Très bien. Merci. Et en fait, quand on parle de cette infrastructure, bien entendu, quand on parle de relations citoyens, c'est là où, à partir de cette infrastructure, on propose des solutions, des applicatifs qui permettent de gérer cette relation citoyenne. On va en partager avec vous par rapport aux familles que j'évoquais tout à l'heure. Quand je parle de multicanal et de démarches administratives, il est vrai que depuis 3 ans, on a
construit, développé progressivement une plateforme qu'on appelle plateforme citoyen, ou l'ancien nom par rapport aux clients que l'on a aujourd'hui qui s'appelle Localéo, qui aujourd'hui permet de gérer cet aspect multicanal. Et aujourd'hui, cette plateforme dispose d'à peu près 1 millier de clients, notamment grâce à un partenariat qu'on a eu avec l'Association des maires ruraux de France, et qui permet de gérer, de sécuriser près de 500 000 comptes citoyens qui sont aujourd'hui créés et activés par l'ensemble des citoyens sur un territoire aujourd'hui qui couvre 3 millions d'habitants, ce qui n'est pas rien vis-à-vis de ça. Donc cette capacité à la fois d'être une plateforme, de gérer l'ensemble des canaux de distribution et d'inclure le numérique par des démarches administratives qui sont réalisées. De cette logique de plateforme, on a des solutions applicatives parce que le secteur public a une particularité, c'est que son métier, c'est de gérer des politiques publiques. Et ces politiques publiques sont gérées dans une logique qui sont celles du process métier. Il est différent de gérer une relation avec un usager sur l'enfance-famille que celle qui est imaginée pour la gestion des déchets ménagers ou toute autre politique publique. Et donc là, on a poursuivi nos développements pour rentrer dans la valeur métier en développant des solutions, notamment dans le domaine de l'enfance-famille, qui permet pour l'une d'entre elles de gérer la relation entre la collectivité et la famille. Demain, on est en train aujourd'hui de déployer une solution qui permet de réconcilier la mairie, les parents et les écoles. C'est-à-dire qu'on a un écosystème qui aujourd'hui est à 360 pour gérer la question de l'élève au sein de l'école. De l'autre côté, nous avons une solution pour gérer la question des déchets ménagers. On a aussi des solutions qui permettent de gérer les questions de mobilité, notamment la gestion du forfait post-stationnement lorsque vous prenez une amende, désolé de le dire ainsi, mais vous pouvez la contester grâce à des solutions. Et on va jusqu'à la question du commerce local. De dire au titre d'une compétence qui est celle du développement économique, on a besoin d'animer le réseau des commerçants, de dynamiser le territoire, et on a des solutions applicatives qui permettent de gérer cela. Elles se gèrent à partir de nos plateformes multicanales et de l'infrastructure que Denis précisait. D'un autre côté, quand on prend le sujet de la gestion déléguée, nous avons une filiale qui est complètement spécialisée dans la gestion des aides et des subventions qui sont accordées à un certain nombre d'usagers, notamment dans le domaine de la jeunesse. Et là, en fait, on revisite en quelque sorte l'offre de services qui est faite par les collectivités territoriales pour la simplifier dans un parcours qui va très bien aux usagers pour que derrière, ils puissent consommer les services proposés. Donc cette filiale s'appelle Applicam et ce que je voulais partager avec vous, c'est à la fois la vision que l'on a du service que l'on rend sur une plateforme vis-à-vis de l'usager, mais surtout dans l'administration des services qui sont faits, de simplifier aussi la vie des agents. Et donc on a cette double préoccupation dans la construction de nos solutions, de pouvoir imaginer le meilleur pour les usagers en fonction des besoins qui sont exprimés par l'acteur public, mais également de simplifier la gestion des procédures, la gestion de ces services par les agents. Et tout ceci, au final, de dire, je parle de plateforme multicanale, je parle de logiciels applicatifs, je parle de gestion déléguée de services, in fine, ce qui est attendu, c'est de pouvoir réconcilier ces différents systèmes d'information pour proposer une offre, je dirais à 360 degrés, de l'acteur public vis-à-vis des citoyens qu'il souhaite service au quotidien. Et là, je rentre dans une logique où j'accède à un compte personnel, j'ai une offre de service, donc c'est la vision marketing en quelque sorte du service public, et je suis capable de simplifier en quelque sorte la vie des gens pour atteindre cette idée qu'on est capable d'avoir sur un seul endroit une offre de service, quels que soient des domaines de spécialité, qu'on parle d'enfance, famille, de déchets, en tous les cas, ce qui est le plus récurrent, moi, en termes d'usagers, en termes de consommation de services publics. Et là, on trouve une problématique très importante quand on parle de réconciliation de différentes familles de services, c'est de dire, mais est-ce qu'on est en capacité de pouvoir orchestrer ces services et de faire parler tous ces systèmes d'information? Et je crois que le sujet de demain, c'est comme quand on pense une ville du point de vue de l'infrastructure routière ou en matière de bâtiments, est-ce qu'on aura des nouvelles infrastructures qui vont permettre de réconcilier ces différentes familles pour permettre de proposer une offre de services sans couture aux citoyens? Et c'est à ce stade qu'on souhaitait partager avec vous une innovation, mais qui est une innovation qui est réelle au sens qu'elle est actuellement déployée chez un certain nombre de clients, et de casser cette idée que ces infrastructures ne sont imaginées que pour des grands ensembles. Si je me repense lorsque j'étais dans la fonction publique, j'étais dans les services du Premier ministre, oui, ça peut occuper l'État dans sa capacité à investir, mais si j'étais dans une communauté d'agglomération,
là également, j'ai la même problématique de pouvoir orchestrer ces services. Alors, le pitch assez simple, c'est qu'il y a une phrase, moi, qui m'a perturbé depuis 4 ans que je suis au contact des collectivités, c'est qu'on m'explique qu'il y a un logiciel métier par tranche de 1000 habitants. Ça peut faire peur parce qu'on se dit, quand on parle offre de services sans couture, c'est comment je vais faire parler ces logiciels métiers entre eux qui peuvent émaner de différents prestataires, donc à dans le temps, mais il y en a d'autres. Et donc, comment je vais marier tout cela pour que derrière, j'ai seulement un point d'entrée? Et comment orchestrer en quelque sorte ces services pour rendre le service attendu par les citoyens? Donc ça, c'est le pitch. Moi, j'ai 3 questions véritablement à vous poser. C'est que vous allez nous présenter une infrastructure. Je suis dans l'administration. Est-ce que cette infrastructure va me permettre d'avoir une offre de services que je peux combiner entre le niveau communal, intercommunal, départemental, régional, national? Donc ces échelles de vie d'un territoire où le citoyen peut se sentir un peu perdu entre les différentes institutions qui existent. La deuxième, c'est de dire, on met en place une infrastructure. Est-ce que cette infrastructure peut permettre à un acteur public de proposer des nouveaux services en toute autonomie? En quelque sorte, est-ce que je suis indépendant, autonome, ou est-ce que je suis dépendant du prestataire qui va me poser cette infrastructure? Et la dernière, est-ce que ce type d'infrastructure va permettre de générer des retours sur investissement? Voilà, c'est les 3 questions que je souhaitais partager avec vous. Et en illustrant au final la première question, c'est quoi un orchestrateur de service? Denis, Olivier? Allez, je vais prendre. Donc déjà, en quelques mots, un orchestrateur, ou plutôt en une phrase, un orchestrateur de service, fondamentalement, ça va être une infrastructure, un service qui va permettre d'interconnecter un certain nombre de sources d'informations, d'échanger cette information, mais surtout qui va être capable, qui va donner les moyens d'orchestrer cette information pour en tirer une valeur, pour offrir des services aux citoyens, à l'utilisateur. Et quand on regarde un peu concrètement quels sont les grands piliers d'un orchestrateur de service, et là pour notre illustration, on va partir sur ce qui est aujourd'hui offert au sein du groupe La Poste, au sein d'Ocapost, on va trouver globalement 4 grands piliers. D'accord ? Le premier des piliers, ça va être un pilier d'interconnexion. Fondamentalement, je disais que ça devait offrir une capacité à intégrer, à échanger de la donnée. Donc le premier des événements, c'est se dire je dois être capable d'intégrer ces différents éléments de manière simple. Et les sources d'information, ça peut être aussi bien des SI entre guillemets historiques, des choses qui ont déjà été développées par le passé, que des sources de données de type qui proviennent du cloud ou tout simplement encore des objets, on y reviendra, même si c'est pour l'instant pas l'usage le plus important, mais ça peut être également des informations qui vont venir d'objets de type objet IoT. Comme le mentionnait Denis tout à l'heure, on a fait en sorte que, et c'est le cas, ça doit être le cas pour tout orchestrateur de service, on doit faire en sorte aussi que ce soit accessible au travers d'API, de telle manière à ce qu'on puisse avoir cette décorrélation entre la plateforme qui est offerte et une capacité pour les différents utilisateurs à venir développer leurs propres services. Ces services peuvent être développés soit par Docapost, soit par des partenaires, soit directement par une communauté qui voudrait offrir de nouveaux services à ses citoyens. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième pilier, qui est également très important, c'est cette partie stockage sécurisé. Donc toute la donnée qui va être mise à disposition, qu'elle soit sensible ou pas, elle a vocation à être hébergée dans les centres de Docapost, dans les data centers de Docapost, qui sont des data centers qui sont basés en France, qui sont certifiés, qui sont également certifiés pour tout ce qui est hébergement de données de santé, donc une certification HDS, et évidemment en plus qui offre au travers de ça, au travers de cette plateforme et au travers de ce stockage, tout ce qui est conformité à la gestion des données personnelles. Donc quand on développe un service sur la base d'une plateforme comme le numérique sur laquelle nous allons revenir, toute cette complexité RGPD légale, elle est déjà gérée, elle est déjà intégrée dans la solution. Le troisième point, là ce dont on parle, c'est l'intégration, la capacité à stocker. Et là où on va apporter finalement le plus de valeur, c'est dans l'orchestration de ces différentes informations. Et là, ce qu'il y a d'important à mentionner, c'est que non seulement on va essayer au travers de cet orchestrateur de service de donner les différents éléments pour être capable de dire qu'est-ce qu'on va faire de la donnée qui va être reçue, comment on va faire en sorte qu'elle puisse être corrélée avec une autre information dont la corrélation des deux informations va être pertinente en termes d'usage, mais au-delà de cette orchestration de données à proprement parler, on va aussi offrir des moyens pour une communauté, pour un partenaire tiers de développer ses propres services sur la base de cet orchestrateur de services.
Et dernier élément, qui est un quatrième pilier, Je prends juste un exemple, je t'en prie. Olivier, je suis une métropole, je suis une communauté d'agglomération, je suis le ministère de l'Éducation nationale. Quand tu parles de communauté, ça peut être dans une métropole, une communauté d'agglomération des communes, Oui. où je crée ma communauté, où j'ai une infrastructure socle, je propose à toutes les communes de penser l'offre de service, de la créer, de l'orchestrer. Je suis le ministère de l'Éducation nationale, j'ai des services à orchestrer d'un point de vue national, mais j'ai 30 académies qui peuvent avoir 30 systèmes d'information différents. Et ils ont une volonté, c'est de dire je veux faire un portail par an. Donc cette infrastructure vise à réconcilier l'ensemble de ces systèmes. Exactement, et par rapport au point que tu mentionnais précédemment, le point qui me semble être important, c'est qu'on peut le déployer aussi bien sur le très grand que sur le tout petit. D'accord. On revient là-dessus, excusez-moi, on revient sur le positionnement de DocaPost. Le fait de positionner une infrastructure de ce type-là au cœur de DocaPost, le fait d'avoir investi dans cette infrastructure permet de la mettre à disposition par petits morceaux. Et on n'est pas en train de déployer quelque chose à chaque fois qu'on va poser un nouveau service. Elle existe et elle existe. On crée une instance en quelque sorte. On crée une instance, on crée un environnement spécifique, mais qui n'est pas de la création physique, donc qui est de la création logique, simple paramétrage, et qui permet du coup de mettre à disposition, y compris quelque chose de petit quand on est sur une petite communauté, ou quelque chose de gros, puisque je parlais tout à l'heure de logique de gestion assez massive, qui sont posées sur cette plateforme. Donc cette plateforme est vraiment disponible, paramétrable, configurable, quelle que soit l'ampleur du sujet qu'on doit traiter, avec l'ensemble de ses fonctionnalités. Voilà, si je suis un directeur général de service ou un secrétaire général d'administration, que je ne suis pas, je ne veux pas être prétentieux, mais je me dis, mais est-ce qu'au final, les équipes dont je dispose, est-ce qu'il faut des compétences particulières pour administrer ce type d'infrastructure ? Donc, concrètement, là, le point qui est très important que Denis commence à mentionner, c'est qu'on est en fait sur une plateforme de service qui est mise à disposition. Donc aujourd'hui, quelque part, la complexité, même si elle est faible d'une plateforme comme celle-ci, elle est déjà sous la responsabilité, sous la gestion de DocaPost. Donc en l'occurrence, le seul point qui va être important pour toi avec cette casquette, c'est de dire je ne veux me focaliser que sur l'usage. Ce que je vais devoir faire, c'est finalement exprimer un besoin, le raffiner soit en interne, soit avec DocaPost pour être capable d'offrir ce service-là. Mais toute la complexité inhérente à la plateforme, à son stockage, tout ça, c'est quelque chose qui est déjà offert et qui est quelque part dont la complexité est masquée pour l'utilisateur et pour la communauté dont tu seras le secrétaire. Après, la dernière question que moi je vais me poser, combien ça coûte? Parce qu'on m'a expliqué qu'en fin de compte, si j'ai 90 applicatifs que je dois faire converger vers cette infrastructure, on va me demander de payer 90 connecteurs. Donc aujourd'hui, c'est un irritant très important, tel qu'on le ressent, pour aller sur cette valeur cible qui va permettre de simplifier à la fois le fonctionnement des systèmes d'information, mais également rendre le service attendu par les citoyens. C'est le premier étage que Olivier a expliqué tout à l'heure, cet étage d'interconnexion qui va permettre de connecter ces 80 systèmes sans obliger à les modifier. Bien sûr, il faut qu'ils aient un robinet, pour reprendre le parallèle du tuyau. Il faut qu'ils aient un robinet. En revanche, le robinet, quelle que soit la façon dont on connecte sur la sortie, elle va être gérée par cet étage d'interconnexion qu'on a paramétré qu'on a construit pour être le plus simple à paramétrer et le plus simple à connecter. Donc oui, ce sera plus compliqué s'il y en a 80 que s'il n'y en a que 20. En revanche, cet étage d'interconnexion a vraiment été construit pour rendre cette opération la plus simple et la plus directe possible, sans avoir à surinvestir dans chacune de ces briques. Il y a un deuxième sujet qui est fondamental, et on le voit sur l'illustration qu'on a sous les yeux, puisque là, ce qu'on voit, c'est les deux plateformes. La première, dont il a déjà été question dans un précédent événement, et qui s'appuie, elle, sur un certain nombre de standards d'échange, et standards d'échange qui permettent entre autres de s'appuyer sur de l'interconnexion sur des cartes et qui permettent de gérer de l'accès physique aux différents éléments. Cette notion de standard simplifie bien évidemment l'ensemble de la démarche d'interconnexion. Juste pour partager le cas pratique, c'est en Bretagne, le syndicat Mégalis, qui a eu une problématique de cartes
en matière de mobilité. Comme tout le monde sait, les modes de mobilité évoluent, on en a de plus en plus, et bien sûr, chaque mode de mobilité est géré par un système d'information particulier. Et la problématique, c'était de trouver sur une carte l'ensemble des services de mobilité pour avoir cette offre de services sans couture. Et cette plateforme qui a été développée par la filiale Appicam, qui est en quelque sorte un hub numérique pensé pour cet usage-là, mais plutôt dans une logique de proposition de cartes derrière pour permettre de simplifier l'accès à ces services, a pu être développée. Voilà, c'était juste pour préciser le cas pratique, comme quoi c'est possible. Et, tout à fait. Tout à fait. Et la deuxième plateforme qui nous permet de compléter ce panel d'offres mis à disposition des acteurs publics, donc qui est le hub numérique que Olivier a commencé à expliciter, va permettre d'utiliser des prises standards, bien évidemment, et ça simplifie les choses, mais va permettre, avec son étage d'interconnexion, d'interfacer d'autres solutions et de les rendre interopérables pour construire un service global et simple à utiliser. Et donc moi, DGS, si je travaille donc avec mes services, ma DSI, la seule chose que j'aurai à faire à partir de cette infrastructure, c'est de proposer un front office qui va permettre d'appeler les services que je souhaite proposer dans mon espace, qu'ils soient accessibles depuis Internet, depuis chez moi, accessibles depuis un point de contact, c'est-à-dire dans un guichet, où je vais pouvoir aussi accompagner mes citoyens à l'accomplissement d'un certain nombre de démarches. Tout à fait. Alors comment ça fonctionne? Et comment au final, derrière, tout cela se met en place? Bien. Alors pour démarrer, on va s'intéresser au départ aux 4 petites bulles grises qui sont la fondation, finalement, toute l'information et tous les éléments qu'on a en main pour être capable de construire un service. Alors, le premier des éléments, qui est celui qui va être finalement commun à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, c'est l'existence d'un certain nombre de systèmes, de plateformes, d'applications qui sont déjà existantes, d'accord, et dont on va finalement qu'on va devoir, avant de pouvoir les orchestrer, qu'on va devoir interconnecter. Donc ça, c'est un des premiers points, et c'est un des points également qui a été fondamental dans la construction même, dans la genèse même du hub numérique, sur lequel je reviendrai dans 2 secondes. Le deuxième élément qui est très important, et dont tu as déjà parlé, Fabien, brièvement au début, c'est que non seulement on a cette partie digitale, mais ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'il y a un besoin d'interconnecter cette partie digitale avec une partie beaucoup plus humaine, une partie physique. Donc, dans notre cas, initialement, c'était au travers des services facteurs, au travers des fameux 70 000 facteurs qui s'appuient tous les matins sur la plateforme du hub numérique. Mais il est important d'être capable de faire ce lien entre ce monde digital et ce monde physique. On peut l'enrichir avec encore des services qui vont des services tiers. Alors, les services tiers, ils peuvent être aussi bien fournis par DocaPost, par le groupe. Denis parlait précédemment de la signature électronique, de coffres dans lesquels on va pouvoir poser des informations à les horodatants. Donc ça, c'est des services qui sont déjà posés sur le hub numérique, finalement dont un utilisateur peut déjà bénéficier de manière native. Mais, et on a beaucoup de projets qui sont basés sur ce principe-là, on a aussi une grande facilité à interconnecter des services tiers. Tu parlais tout à l'heure de la capacité d'animer des commerces locaux. On a aujourd'hui des applications qui sont posées sur le hub numérique qui ont vocation à animer des quartiers et en particulier à essayer de revigorer tout ce qui est commerce local. Et le 4e point… Un autre exemple, par exemple, le hub, il est utilisé dans le cadre d'un consortium pour le Conseil régional d'Île-de-France. Tout à fait. Pour dire, je propose une offre de service de vélo assistance électrique pour longue durée. Oui. Et au final, la contribution du hub dans ce système-là, c'est quoi? En l'occurrence, c'est d'être un peu le cœur de l'ensemble des informations qui vont être partagées. Pour donner un exemple tout simple, on va récupérer des informations qui viennent des vélos. Donc, on a intégré finalement ce canal, ce qui avait encore, c'était un canal avec, comment vais-je dire ça, une spécification un peu particulière, mais on l'a intégré simplement au niveau du hub numérique et on a mis par exemple cette information à disposition de l'ensemble des applications qui étaient elles-mêmes basées sur ce hub. Donc c'est véritablement un carrefour, un canal d'échange vis-à-vis des différents interlocuteurs et des différents applicatifs qui se basent sur le hub numérique. Si je peux aller juste un tout petit peu plus loin, le point qui est intéressant de mentionner aussi, brièvement, on a la partie IoT. L'IoT qui aujourd'hui, même si on l'utilise de manière un peu ponctuelle, on voit que c'est un axe de développement assez fort. Tu parlais tout à l'heure des Smart Cities.
ce qu'on voit arriver, c'est qu'au-delà des informations qui viennent de SI, de la partie physique, on va aussi avoir des informations qui vont provenir alors soit dans du domaine de Smart Home, soit de la Smart City, des informations qu'on va être capable de collecter et d'agréger avec d'autres informations pour offrir un service à l'utilisateur final. Je vais y revenir dans 2 secondes quand on parlera de la couche haute. Donc, en deux mots, le hub numérique, en fait, c'est quelque chose qui non seulement offre l'ensemble des fonctionnalités que j'ai appelées classiques d'un bus applicatif en termes d'échange de données, mais bien au-delà de cela, qui va être capable d'orchestrer l'ensemble de ces demandes d'une manière, comment vais-je dire, avec une scalabilité et une fiabilité qui est très importante. Je reviens sur mon exemple des 70 000 facteurs. Vous pouvez imaginer les contraintes que cela peut apporter de s'assurer que ce service-là va être disponible 24 heures sur 24 et en particulier au moment où les facteurs démarrent leur tournée. Mais quand vous regardez les utilisateurs dans le slide qui est actuellement présenté, non seulement on a traité toute la partie service numérique et humain, mais c'est un domaine qui s'est également élargi, son usage s'est également élargi à tout ce que je vais appeler la Smart Home. Donc on a aujourd'hui des promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille. On a aussi des personnes qui sont beaucoup plus intéressées ou des mutuelles qui s'intéressent aujourd'hui à la protection de l'habitat. Donc toutes ces informations-là sont agrégées encore une fois et orchestrées au sein du hub numérique. Et le point que je voulais mentionner qui me semble être important, je vais mentionner aussi, on a la partie santé. Désormais, on a des gros clients qui ont la même problématique que celle qu'on est en train de mentionner, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir des systèmes qui sont beaucoup plus homogènes et, comme tu le disais tout à l'heure, ne pas essayer d'avoir une information qui va être dans un système, une autre dans un deuxième et encore un autre bout dans une troisième, mais offrir, au travers de l'agrégation de ces différentes informations et de leur orchestration, un service qui va être unique, qui va être homogène vis-à-vis de leur utilisateur. Et le point qui est intéressant, parce que c'est assez récent, mais on le voit arriver de plus en plus, et qui illustre bien le fait que les frontières ont tendance à devenir de plus en plus fines et qu'un orchestrateur de services comme le hub numérique peut jouer un rôle important là-dessus, on commence à avoir des clients, un en particulier pour ne pas le nommer, qui est dans le domaine des mutuelles, qui nous dit « mais oui, je suis intéressé d'une part d'avoir des informations qui me proviennent de l'environnement, on va dire, de l'immobilier, de la maison, en termes de smart home, mais également, je suis intéressé par un certain nombre d'informations qui sont plus du domaine de la santé ou du bien-être. Je veux être capable de commencer à construire des scénarios, par exemple pour des personnes âgées, qui réconcilient les informations qui sont des informations de santé avec des informations qui proviennent de cet environnement maison. D'accord ? Okay. Donc, moi, dans le secteur public, si j'ai une politique dédiée à la silver economy, j'ai une problématique, c'est mon citoyen qui est une personne âgée. Oui. J'ai des offres de services qui viennent de la culture, des offres de services qui viennent de l'habitat ou de différents services. Je suis capable de réconcilier ces services en dirigeant l'infrastructure vers une proposition de service par rapport à cette problématique. Exactement. Très bien. Donc c'est assez clair. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, l'idée vraiment, c'est de montrer qu'il n'y a pas de dichotomie entre le fait d'investir dans des solutions applicatives métiers. Par contre, il y a une nécessité, vu l'ampleur et le volume de ces applicatifs, à pouvoir faire circuler l'information, à pouvoir les stocker en toute sécurité et de mettre en autonomie une grande ou une petite structure sur sa capacité à proposer des nouveaux services. Et c'est en fait la réalité du front office tel qu'on l'imagine pour dire je réconcilie et je suis capable à partir de la gestion de l'identité de la personne, qu'elle vienne soit par le canal du web ou en guichet, ou même si je vais chez elle pour délivrer un service, de pouvoir accéder à l'ensemble de ces services. Voilà, écoutez, merci beaucoup. En tous les cas, on espère avoir peut-être contribué à des réflexions stratégiques que vous avez dans les territoires ou dans vos structures. Nous avons, une préoccupation, c'est de toujours partager l'expérience que nous avons avec nos clients et notamment nos clients du secteur public qui ont cette demande forte de pouvoir apporter des solutions qui permettent en toute simplicité de gérer les services publics de demain grâce au numérique. Donc 2 publications disponibles sur notre site internet au travers d'un livre blanc sur la relation citoyen et puis des cas très concrets de transformation de l'action publique qu'on a pu mener avec un certain nombre de clients. Bien entendu, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, des questions, on vous répondra avec plaisir. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir participé au final à ce webinaire. Merci à Denis, merci à Olivier d'avoir aussi contribué à cet exercice sympathique. Et en tous les cas, ça promet des demains très intéressants par rapport à tous les services qu'on va pouvoir proposer dans le secteur public. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci Fabien.